Dans la vidéo précédente, nous nous sommes posé la question de savoir si toutes les suites binaires étaient programmables. Donc on avait vu les définitions. Les suites binaires, ce sont les suites de 0 ou de 1. Les suites programmables, ce sont celles pour lesquelles on peut écrire un algorithme qui, quand on lui donne n, nous donne Sn. Et on avait remarqué qu'on avait une inclusion des suites programmables dans les suites. Ça, c'est complètement évident. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est d'arriver à démontrer qu'en fait, cette inclusion est stricte. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, en fait, on va montrer que l'ensemble S est beaucoup plus gros que l'ensemble SP. Alors, la théorie qui permet de comparer la taille des ensembles, elle a été mise au point par Georg Cantor en 1877, et elle permet de comparer la taille d'ensembles infinis. Donc voyons ça, les ensembles infinis qu'on connaît, il y a par exemple l'ensemble n des nombres entiers et l'ensemble 2n des nombres entiers qui sont pairs. Donc à gauche, ici, on a 0, 2, 4, 6, 8. Ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et ce que nous dit Cantor, c'est que ces deux ensembles-là ont la même taille, exactement la même taille. De même, si je prends les nombres positifs, les nombres entiers positifs et les nombres entiers relatifs, eh bien, il y a une égalité entre la taille de ces deux ensembles. Même les nombres rationnels, il y en a autant que de nombres entiers. Par contre, des nombres réels, il y en a beaucoup plus que de nombres entiers. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que les suites programmables, elles ont la même taille que l'ensemble des entiers, tandis que les suites tout court, les suites binaires, elles ont la même taille que R. Et donc, le nombre de suites programmables est strictement inférieur au nombre de suites tout court, ce qui veut dire qu'il existe des suites qui ne sont pas programmables. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut démontrer ça proprement en suivant l'enseignement de Cantor, qui est absolument magnifique. Donc voyons ça. D'abord, il faut expliquer comment on va faire pour comparer nos ensembles. Donc ça se fait à l'aide de la notion de fonction, que vous connaissez probablement très bien. Une fonction, je vous rappelle, ça va d'un ensemble E dans un ensemble F, et ça associe à chaque point de l'ensemble E, donc chaque point jaune sur ce dessin, un point de l'ensemble F et un seul. Donc on va avoir une flèche qui va partir de chaque élément de l'ensemble E et qui va arriver à droite dans l'ensemble F, qui va nous dire qui est l'image de cet élément de E par cette fonction F. Eh bien c'est lui. Quelle est l'image de cet élément-là? C'est lui. L'image de cet élément-là, c'est lui. Donc vous voyez, une fonction, c'est juste dessiner une et une seule flèche qui part de chaque point de gauche et la relier à un point de droite. Ça, c'est une fonction. Donc c'est une notion qu'on connaît tous très bien. Il y a certaines fonctions qui sont un peu particulières. Par exemple, il y a les fonctions qu'on appelle injectives. Une fonction injective, une injection, c'est quoi? C'est une fonction telle qu'on n'observe jamais ce phénomène ici. Autrement dit, il n'y a jamais deux flèches qui arrivent au même endroit. Donc ici, vous voyez, si je sais que cette flèche-là, elle va là, je sais que cette flèche qui est ici, qui va partir de ce point-là, elle ne pourra pas arriver ici. Donc une injection, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, par exemple. De chaque point jaune part une flèche, et les points bleus, ils sont atteints par une flèche au plus, ou bien pas de flèche du tout. Mais il n'y a jamais deux flèches qui arrivent sur le même point bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle une injection. Donc une injection, ça prend l'ensemble de gauche et ça l'envoie fidèlement dans l'ensemble de droite. C'est-à-dire, on peut dire ce point-là, c'est celui qui est associé à ce point-là. Donc on a comme une copie de l'ensemble de E dans l'ensemble F. Il y a d'autres fonctions qui sont particulières, c'est celles qui vont recouvrir tout F. Donc ici, ça veut dire que tous les points bleus vont être atteints au moins une fois. Donc il y a des flèches qui partent de la gauche, qui vont vers la droite comme avant, mais il y a la possibilité, contrairement à avant que plusieurs flèches arrivent au même point bleu, par contre, il n'y a pas la possibilité qu'on avait ici, d'avoir des points bleus qui ne sont atteints par aucune flèche. Ici, tous les points bleus sont atteints par une flèche.
Ça s'appelle une surjection. Et quand on a les deux à la fois, une injection et une surjection, eh bien on dit que c'est une bijection. Donc ça veut dire que de chaque point jaune part une flèche et une seule, ça c'est parce que c'est une fonction, que quand un point bleu est atteint, il est atteint une seule fois, et que tous les points bleus sont atteints au moins une fois. De cette façon-là, c'est aussi une surjection. Donc une bijection, c'est une fonction qui est à la fois une injection et une surjection. Alors regardons un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que ici, à chaque fois que je prends un point jaune, ça me désigne un point bleu. Et chaque point bleu est désigné une seule fois. Chaque point bleu, tous les points bleus, chacun d'entre eux est désigné au moins une fois. Et au plus une fois, donc exactement une fois. Donc ça veut dire chaque point jaune me montre un et un seul point bleu. Et donc, il y a autant de points bleus à droite qu'à gauche. Je ne pourrais pas me débrouiller pour faire ça s'il y avait un point bleu de plus. Si j'avais un point bleu de plus, ici, eh bien, il faudrait que je puisse dire qu'il y a un point jaune qui va vers ce point bleu, et c'est pas possible, parce que de chaque point jaune part déjà une flèche. Si j'avais un point bleu en moins, ici, eh bien, il faudrait que, si par exemple j'enlève celui-là, il faudrait que cette flèche, elle arrive quelque part, elle ne pourrait pas arriver ici parce que ce point n'existerait plus, donc il faudrait l'emmener ailleurs, mais du coup la fonction ne serait plus injective. Donc s'il y a un point bleu de plus, la fonction n'est pas surjective, s'il y a un point bleu en moins, la fonction n'est pas injective. Pour qu'elle soit bijective, il faut qu'il y ait exactement autant de points bleus que de points jaunes. Alors, ce qu'on va en déduire, c'est que s'il existe une bijection entre deux ensembles, on dira que ces deux ensembles ont le même nombre d'éléments, le même cardinal, qu'on appelle card, qu'on note card ici. Donc deux ensembles qui sont en bijection par une fonction f, ils ont le même nombre d'éléments, le même cardinal. Si on a seulement une surjection, ça veut dire qu'il y a au moins autant de points jaunes que de points bleus. Donc le cardinal de E, ce qui est à gauche, est plus grand que le cardinal de droite. Si on a une injection, c'est le contraire. Il y a au moins autant de points bleus que de points jaunes. Donc le cardinal de E est inférieur ou égal au cardinal de F. Alors, ces définitions, elles fonctionnent très très bien, c'est-à-dire qu'on peut démontrer par exemple que si on a cardinal de E plus petit que cardinal de F, alors, enfin, dans ce cas-là, on a aussi cardinal de F plus grand que cardinal de E. Donc ça paraît complètement évident, on a juste retourné l'inégalité, mais il faut voir ce que ça veut dire du point de vue de notre définition. Dire ce qui est écrit ici, cardinal de E plus petit que cardinal de F, c'est dire qu'il existe une injection de E dans F. Dire que cardinal de F est plus grand que cardinal de E, c'est dire qu'il existe une surjection de F dans E. Eh bien ça, c'est pas du tout évident en fait. D'accord? Donc on va pas expliquer pourquoi c'est vrai, parce que ça paraît tellement naturel que ça doit l'être, mais à démontrer, c'est pas si clair, si évident. Donc, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire ça, ce signe inférieur ou égal, il a la bonne propriété, si on retourne si on inverse l'ordre des opérandes ici, cardinal de E et cardinal de F, eh bien ça inverse le signe inférieur ou égal en un signe supérieur ou égal. Donc déjà ça c'est rassurant. Et d'autre part, on a aussi que si le cardinal de E est inférieur ou égal au cardinal de F, et si le cardinal de E est supérieur ou égal au cardinal de F, alors le cardinal de E est égal au cardinal de F. Une fois de plus, ça paraît tout à fait clair, s'il y a moins d'éléments dans E que dans F, et s'il y a plus d'éléments dans E que dans F, alors il faut qu'il y ait autant d'éléments dans E que dans F. C'est ça qu'on nous dit. Alors ça paraît complètement évident une nouvelle fois, mais c'est aussi un théorème qui n'est pas si facile à démontrer. Nous, on ne va pas s'intéresser à la démonstration de ces théorèmes, on va les accepter tels qu'ils sont pour les utiliser. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir les travaux de Cantor ou bien n'importe quel livre de mathématiques élémentaires, et ce sera écrit dedans. Bien, donc acceptons ces définitions et ces théorèmes et commençons à travailler avec. Par exemple, on va montrer que le cardinal de z de tous les nombres entiers, positifs et négatifs, est égal au cardinal de n, le cardinal de l'ensemble des nombres entiers qui sont seulement positifs. Donc ici on voit, on a l'impression qu'il y a 2 fois plus d'éléments dans z que dans n. C'est ça qu'on a envie de dire a priori. On a envie de dire que l'ensemble z est plus gros que l'ensemble n. Néanmoins, avec nos définitions, ce qui paraît tellement naturel quand on voit ce dessin,
est complètement faux. On va voir qu'on peut tout à fait montrer qu'il y a autant d'éléments dans n que dans z. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va prendre les nombres de gauche, les jaunes, qui sont pairs. 0, 2, 4. Et ceux-là, on va les diviser par 2. Donc 0, il va aller sur 0. 2, il va aller sur 1. 4, il va aller sur 2, etc. De cette façon-là, grâce aux nombres pairs, on a réussi à recouvrir tous les nombres positifs de z. 6, il va aller sur 3, 8 sur 4, 10 sur 5, on les aura tous. Et maintenant, il nous reste la moitié de l'ensemble n ici, qu'on n'a pas encore utilisé, et qu'on va pouvoir mettre à contribution pour recouvrir la partie négative de z. Donc le 1, on va l'envoyer sur moins 1, le 3, on va l'envoyer sur moins 2, le 5, on va l'envoyer sur moins 3, et ainsi de suite. Le 7, on va l'envoyer sur moins 4, le 9 sur moins 5, etc. Vous voyez que de cette façon-là, on a réussi à créer une fonction qui met en bijection l'ensemble n et l'ensemble z. Autrement dit, il y a une flèche et une seule qui part de chaque élément de gauche, et il y a une flèche et une seule qui arrivent à chaque élément de droite. Ça, c'est une bijection. C'est la définition pour nous de cardinal de n égale cardinal de z. Donc, il faut faire un petit peu attention. C'est pas parce qu'on a une inclusion entre deux ensembles, une inclusion naturelle entre deux ensembles, que ces deux ensembles n'ont pas le même cardinal. Ça, c'est surprenant au début, mais une fois qu'on a vu la démonstration, on se rend bien compte de la raison pour laquelle c'est vrai. Un autre exemple, on va montrer que le cardinal de n croix n, donc de tous les couples de nombres entiers positifs, est égal au cardinal de n. Donc les couples d'entiers positifs, je peux les dessiner sur une grille comme ça, lui c'est 0, 0, lui c'est 1, 0, lui c'est 2, 0, lui c'est 3, 0, 4, 0, 5, 0, lui c'est 0, 0 toujours, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, etc. Donc ça montrait jusqu'à l'infini là-haut, ça va à droite jusqu'à l'infini, et on a tout ce cadran de points jaunes. Et on veut démontrer que ces points-là, on peut les mettre en bijection avec n. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut dire, je vais donner un numéro à chacun de ces points, en commençant avec le numéro 0, puis le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3, et il faut que de cette façon, deux points n'aient jamais le même numéro, et que chaque point est un numéro. C'est ça qu'on cherche à faire pour créer une bijection. Donc on va dire, lui, ça va être le point numéro 0. On va partir de là, et on va dire, on va aller un cran à droite, on va dire, lui, c'est le point numéro 1. On pourrait continuer et dire, lui, c'est le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, etc. Mais on n'arriverait jamais, du coup, si on continuait de cette façon-là, à atteindre ce point-là. Donc il faut qu'on aille, avant de continuer vers la droite, en direction de ce point-là. Donc on va dire que lui, c'est le numéro 2. Lui, c'est le numéro 0, 1, 2. Et on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Vous voyez qu'en suivant ce serpent ici, pour appeler le serpent de Cantor, ce serpent va passer par chaque point une et une seule fois. Donc on a bien réussi à faire une liste de tous les points jaunes. Dans cette liste apparaîtront tous les points jaunes une et une seule fois. Donc on a bien démontré que le cardinal de n croix n, de tous les couples de points à coordonnées entières positives, est égal au cardinal de n. Les ensembles qui ont le même cardinal que n, on dit qu'ils sont dénombrables. Et c'est ceux pour lesquels, on vient de le dire, on peut numéroter les éléments, les énumérer. Dire ça c'est l'élément numéro 0, ça c'est l'élément numéro 1, l'élément numéro 2, etc. Et de cette façon-là, obtenir tous les éléments. C'est ça qui est important, une et une seule fois. Alors, on vient de voir que n, évidemment puisque c'est la définition, z et n croix n sont dénombrables. Alors, c'est pas dur de trouver d'autres ensembles dénombrables. Par exemple, q, l'ensemble des nombres rationnels, est dénombrable. Pourquoi? Eh bien parce que les éléments les nombres rationnels, ce sont ceux qui sont représentables par une fraction. Une fraction, c'est un quotient de deux nombres, p sur q. Eh bien, je peux prendre le p ici à gauche, le q ici à droite, et dire qu'à tout point, voir une injection de q dans n croix n. Bon, alors, en tout cas, si on prend que ceux qui sont positifs.
Après, c'est pas dur de passer à ceux qui sont négatifs aussi. En tout cas, ces deux ensembles-là, ils se ressemblent beaucoup et on est d'accord pour dire qu'ils ont le même cardinal. Q est dénombrable. Et en fait, ce qu'on va voir, bon, ça, on va pas en parler tout de suite, on l'utilisera plus tard et on reviendra dessus à ce moment-là. Donc maintenant, on va regarder, on va essayer de voir si S est dénombrable ou pas, l'ensemble S des suites binaires. Donc on va prendre une énumération d'éléments de S. Autrement dit, une fonction f qui va de n dans S. Est-ce qu'une telle fonction peut être une bijection? C'est ça la question. Donc pour l'instant, on en prend une et on va la regarder. Donc, f de 0, ça va être une suite binaire. F de 1, ça va être une suite binaire. F de 2, ça va être une suite binaire. F de 3, ça va être une suite binaire. 4, 5, 6, etc. Vous voyez qu'ici, on a mis quelques-uns des termes en orange. Alors précisément, ce sont quels termes? Ce sont ceux qui sont sur la diagonale. Vous voyez, ça dessine une diagonale. Lui, c'est le zéroième terme de la suite f de 0. Lui, c'est le terme numéro 1 de la première suite, le terme numéro 2 de la deuxième suite, le terme numéro 3 de la troisième suite, etc. Et on va construire une nouvelle suite qu'on va appeler T, et qui va être faite de la façon suivante. Quand il y a un 0 sur la diagonale au-dessus, on va mettre un 1. Ici, il y a un 0, on met un 1. Ici, il y a un 0, on met un 1. Ici, il y a un 1, on met un 0. 1, on met un 0. 1, on met un 0. Puis de nouveau un 0, on met un 1, etc. Donc à chaque fois, on met le contraire en fait. Quand on voit un 0, on met un 1. Quand on voit un 1, on met un 0. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette suite T? Eh bien que ce n'est pas la première, puisque si c'était la première, elle commencerait par 0. Or, elle commence par 1, donc ce n'est pas la première. C'est pas la deuxième, parce que si c'était la deuxième, son deuxième terme serait 0. Or, c'est 1, donc c'est pas la deuxième. C'est pas la troisième, parce qu'il y a ce problème-là. C'est pas la quatrième, parce qu'il y a ce problème-là. C'est pas la cinquième, c'est pas la sixième, etc. Donc, la suite T qu'on voit ici, elle est faite exprès pour ne pas apparaître dans cette liste. Quel que soit l'élément de la liste que vous regarderez ici, eh bien, il différera de T au moins une fois. Donc, cette suite T, qui est ici, n'est pas dans cette liste. Autrement dit, quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, vous n'arriverez jamais à énumérer toutes les suites. À chaque fois que vous essayerez d'énumérer toutes les suites, vous trouverez toujours une suite qui n'est pas dedans. Donc c'est impossible. On ne peut pas trouver de surjection de n dans S. On ne peut pas trouver une fonction comme ça, f, qui part de n et qui décrit toutes les suites. C'est impossible. Donc on en déduit qu'il n'y a pas de surjection, donc que S n'est pas dénombrable. C'est un ensemble qui est plus gros, fondamentalement plus gros. Il est impossible de trouver un recouvrement de S par n. Ce qu'on pourrait appeler un paramétrage de S par n. Ça, c'est complètement impossible. Et ça nous montre qu'en fait, on a des ensembles qui sont plus gros, qui sont infinis, d'un infini qui est fondamentalement plus gros que celui des nombres entiers. Donc là, je vais vous laisser faire pause si vous voulez regarder un petit peu. On démontre dans cette ici que le cardinal de S des suites binaires, c'est le même que le cardinal des nombres réels, qui est le même que le cardinal de l'intervalle 0,1. Donc vous pouvez regarder ici et vous faire les dents dessus si vous avez envie. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment cette égalité. S, les suites binaires, et R, les nombres réels, ils ont le même cardinal. Donc, on a vu qu'il y avait des ensembles petits, les petits infinis, qui ont la même taille que n, et il y a des ensembles qui sont d'un infini plus gros, comme l'ensemble des suites ou bien l'ensemble des nombres réels. Et un ensemble qui a le même cardinal que R, on dit qu'il a la puissance du continu. Alors on pourrait se demander si c'est tout. Est-ce qu'il y a que ces deux infinis-là ou est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, Cantor nous répond. Il dit qu'il y a un théorème, il a démontré un théorème qui dit que si vous prenez n'importe quel ensemble E, quel qu'il soit, et que vous regardez l'ensemble des fonctions qui vont de E dans l'ensemble 0,1, et bien dans ce cas-là, cet ensemble-là, il a un cardinal strictement supérieur à celui de E.
Alors, un petit exemple. Si je prends les suites binaires, eh bien, ce sont les fonctions qui vont de n dans 0, 1. Pourquoi? Parce qu'une suite, c'est quoi? C'est quelque chose qui associe à un nombre entier, l'indice, le rang, une valeur qui est soit 0, soit 1. Donc une suite binaire, c'est une fonction de n dans 0, 1. Et ce que nous dit le théorème de Cantor, de manière beaucoup plus générale que ce qu'on avait fait avant, c'est que, eh bien, il n'y a pas moyen de trouver une bijection entre f de e à valeur dans 0, 1 et e. L'ensemble qui est là est toujours strictement plus gros que e. Du coup, ça nous donne une idée, c'est qu'on va définir par récurrence un ensemble E0 qui est n, puis un ensemble E1 qui est l'ensemble des fonctions de E0 dans 0,1, donc en gros c'est S, puis un ensemble E2 qui est l'ensemble des fonctions qui vont de E1 dans 0,1, etc., etc., etc. Et de cette façon-là, on obtient une suite infinie d'ensembles qui sont strictement plus gros les uns que les autres. Ça, c'est un tout petit infini, un infini qui est plus gros que celui-là, mais qui est plus petit que celui-ci. Lui, il est plus gros que celui-là, mais il est plus petit que celui-ci. Et on a de cette façon-là une suite infinie d'ensembles qui sont de plus en plus gros. Bien, fermons cette parenthèse qui n'a plus, avec laquelle on s'écarte de notre sujet de départ. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les suites binaires et les suites binaires programmables. Eh bien, on va vérifier que les suites binaires programmables sont dénombrables, tandis que les suites binaires ne le sont pas. Donc ça, on a déjà vu. Et on va expliquer pourquoi ici les suites binaires sont en nombre dénombrable, se forment un ensemble dénombrable. Les suites binaires, programmables forment un ensemble dénombrable. Eh bien, on va regarder l'ensemble des algorithmes écrits en Python. Un algorithme écrit en Python, il peut être écrit avec 0 lettre. Alors, il n'y en a pas beaucoup des algorithmes qui sont écrits avec 0 lettre, mais tous ceux qui sont écrits avec 0 lettre, je vais les mettre au-dessus, dans cette verticale-là. Il y en a pas du tout en fait, hein. Il n'y a aucun algorithme qui est écrit avec 0 lettre, mais tous ceux qui sont écrits avec 0 lettre, je les mets ici. Donc en fait, il ne devrait pas y avoir de points ici. Tous ceux qui sont écrits avec une lettre, je les mets là. Alors ben, ça en fait un certain nombre, mais c'est un nombre fini aussi, hein. Donc à chaque fois, je vais mettre au-dessus dans la colonne numéro n, l'ensemble des algorithmes qui peuvent être écrits avec n lettres, donc avec n caractères. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est un ensemble fini. Donc on décrit de cette façon-là l'ensemble des algorithmes. On peut le dessiner comme un sous-ensemble de n croix n qu'on a vu tout à l'heure. Et comme n croix n il est dénombrable, eh bien cet ensemble-là il est nécessairement dénombrable lui aussi. Donc l'ensemble SP il est dénombrable, l'ensemble des suites programmables est dénombrable. Alors que S on a vu qu'il avait la puissance du continu, c'est-à-dire le cardinal de R. Donc nécessairement il existe des suites binaires qui ne sont pas programmables. La question qui se pose maintenant, c'est comment trouver une telle suite? Eh bien ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.